C'est ce qu'il y a de plus personnel, ce qui nous définit. Et pourtant, notre identité aussi peut être volée. Une seule carte pour s'identifier et pour se soigner? Va-t-on vers une simplification, mais aussi un seul recueil de données pour tout le monde? Nous aborderons tout au long de la journée 3 thèmes principaux. Premier thème, qu'est-ce que l'identité, ou plutôt les identités? Nous le verrons, il existe plusieurs sortes d'identités. L'identité civile d'une personne, l'identité d'une entreprise, mais aussi, comme on l'a vu précédemment, l'identité d'une région ou d'une ville, comme ici à Rennes. On le verra tout au long de cette journée, l'identité est partout. Dans la sociologie, le droit, le cinéma, la littérature. L'identité façonne la société, quelle que soit l'époque. L'identité visuelle, l'identité numérique, l'identité d'une époque, l'identité nationale, l'identité de genre. Deuxième sujet que nous aborderons, comment se forge, comment se construit l'identité. Si juridiquement un enfant naît avec une identité, un nom, un sexe, une nationalité, son identité, elle, va se bâtir en chemin. Elle sera influencée par ses origines familiales, son potentiel, ses caractéristiques individuelles et la manière dont la société les perçoit. Tout va très vite dans ce domaine de l'identité et nous verrons ce matin comment le droit essaie, au fil du temps, de s'adapter à ces évolutions sociétales. Troisième et dernier point, qui délivre l'identité, qui la contrôle et comment la prouver? Nous aborderons cet après-midi le sujet de l'usurpation d'identité qui peut déboucher sur des situations inextricables pour celles et ceux qui en sont victimes. L'usurpation d'identité peut aussi être à l'origine d'opérations de fraude de grande envergure, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. On le verra, les outils prouvant l'identité ont évolué avec le temps. Des registres de naissance de nos aïeux, en passant par les titres d'identité papier, puis biométriques, nous sommes aujourd'hui passés à l'identité numérique et demain au wallet. Bref, l'identité est un sujet complexe, technique et en plus en pleine mutation. Pour nourrir cette journée, nous avons sollicité des intervenants venus d'horizons différents qui ont un point commun, soit d'avoir fait des recherches scientifiques et juridiques sur le thème de l'identité, soit d'être un expert reconnu en la matière, soit de travailler au quotidien sur des sujets liés à l'identité et à la vérification de celle-ci. Nous avons pour cela bâti un plan relativement classique, à savoir celui de l'entonnoir. Je m'explique. Nous allons commencer ce début de journée par une approche résolument grand-angulaire, puis juridique. Et nous aborderons cet après-midi des aspects plus techniques. Avant de céder la parole à notre premier intervenant, j'ai 2 informations à vous communiquer. Tout d'abord, je ne sais pas si vous le voyez, il est en haut à droite, Monsieur le professeur Hervé Lécuyer, de l'Université Panthéon-Assas, que beaucoup d'entre vous connaissent et apprécient, est déjà au travail. Il nous délivrera en fin de journée la synthèse des interventions, remettant ainsi en perspective le sujet de l'identité, fil rouge de nos travaux. En début d'après-midi, après le déjeuner, le président remettra le prix des Masters 2023
visant à récompenser le mémoire d'un étudiant sur un sujet relatif à la vie des affaires et plus particulièrement à la justice commerciale. Je le disais en introduction, le sujet de l'identité recouvre des réalités très différentes. Avant de plonger dans des sujets juridiques ou techniques, il nous est apparu nécessaire d'essayer en introduction de fixer un cadre, de peut-être donner une définition à ce sujet de l'identité. Nous avons pour cela sollicité un sociologue pour venir planter le décor de nos travaux. Est-ce possible de donner une définition de l'identité? Notre intervenant semble penser que non. Je vous demande, mesdames, messieurs, de bien vouloir accueillir monsieur Jean-Claude Kaufmann. Monsieur Kaufmann, je vous souhaite d'abord la bienvenue au Congrès des greffiers des tribunaux de commerce. Vous êtes sociologue, directeur honoraire de recherche au CNRS. Vous avez mené de nombreuses études pour les ministères du Logement, de la Culture, mais aussi pour la Commission européenne et le Conseil de l'Europe. Vous êtes aujourd'hui considéré comme un pionnier de la microsociologie, spécialiste de la vie quotidienne, ce qui vous a permis de travailler notamment sur le sujet de l'identité. Si la famille et le couple font partie de vos recherches de prédilection, notre sujet de l'identité revient à plusieurs reprises dans vos productions littéraires. Monsieur Kaufmann, lors de nos différents échanges préparatoires, vous me disiez que l'identité est polysémique. En d'autres termes, elle peut recouvrir plusieurs sens. Pour cette raison, il faut, selon vous, prendre garde aux confusions en maniant ce concept. Votre intervention va nous permettre de mieux comprendre ce qu'il faut entendre quand on parle d'identité. Monsieur Kaufmann, à vous la parole. Merci beaucoup, merci de votre présence, merci de cette présentation. Alors souvent, quand on aborde quelqu'un que l'on ne connaît pas trop, on essaie de le cerner, de l'identifier comme ça avec quelques qualifications. Et là, je viens d'apprendre ce matin que je suis la partie la plus large de l'entonnoir. Donc je vais effectivement élargir fortement, peut-être vous entraîner en dehors de vos zones de compétences habituelles, mais le titre est là de votre journée de travail. Identité avec un pluriel. On se doute déjà en ajoutant ce S entre parenthèses que c'est peut-être un petit peu compliqué cette histoire d'identité. Ça me surprend parce que on emploie le terme et tout de suite on a l'impression de savoir, ça désigne quelque chose et ça donne envie de parler. C'est un mot omniprésent dans la société d'aujourd'hui. Faites un petit exercice dans une journée, écoutez la radio, surfez sur Internet, lisez les journaux, notez le nombre de fois où on emploie le mot identité dans toutes sortes de contextes. Identité religieuse, identité nationale, identité d'une marque de l'entreprise, etc. Donc le fait qu'il y ait une telle inflation de l'emploi du terme désigne que le fait que c'est quelque chose de fort dans la société d'aujourd'hui, de très fort, de central, mais en même temps de complexe. J'avais commencé un livre qui utilisait beaucoup cette notion d'identité. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais je n'arrive plus trop à comprendre. Il faut que je prenne mon temps pour essayer de clarifier, de définir, mais finalement, cette identité, qu'est-ce que c'est ? Et là, j'ai été dans toutes les recherches spécifiques, ciblant les définitions, les manuels, etc. Et plus j'avançais, moins je comprenais. Et je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman, spécialiste de l'identité lui-même, avait eu la même expérience un petit peu déstabilisante et pénible et agacé dans une note de bas de page. Il avait dit, mais finalement, c'est une notion barbapapa. Quand on commence à la toucher, ça colle de partout, on n'en sort plus, tout devient identité, et finalement, l'identité, on ne sait plus ce que c'est. Alors oui, plus on creuse
dans l'essai de clarification des définitions, moins on comprend pourquoi. Il y a une raison qui explique cela. C'est le fait que derrière le mot identité, il y a en fait des contenus différents, notamment deux contenus très différents. Et dans l'un de ces contenus, les conceptions, les visions de ce qu'est l'identité sont très différentes, voire totalement opposées. Si vous mélangez ces deux contenus et ces conceptions différentes, si vous essayez de mélanger un petit peu ça, finalement, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous n'y comprenez plus rien. Donc, je vais essayer de faire un petit travail tout simple, pédagogique, d'essayer de clarifier, notamment en remontant dans l'histoire. Parce que, première question, est-ce que dans toutes les sociétés, il y a eu des identités? Est-ce qu'on a toujours parlé d'identité? La réponse est non. Oui, il y avait sans doute des identités, comme dans toutes les sociétés, mais on n'en parlait pas, parce que l'identité, elle était conférée par une place sociale très stable, très reconnue, très ancrée dans les habitudes, dans les traditions. Donc il n'y avait pas besoin de s'interroger sur l'identité. Et puis arrive un moment dans l'histoire où on commence à parler d'identité. Plus précisément, arrivent deux moments dans l'histoire où on commence à parler d'identité, mais pas exactement de la même identité. Le premier moment remonte à 2 ou 3 siècles, donc c'est relativement récent, mais quand même, ce n'est pas de toute éternité, et c'est sans doute l'identité, le contenu de l'identité qui vous intéresse le plus ici, mais ce n'est pas le seul, hein, je vais le souligner plusieurs fois, qui consiste à identifier, désigner une organisation ou une personne. C'est la naissance des papiers d'identité personnelle. Sous Napoléon, les registres de baptême, qui étaient le seul marquage sur du papier de l'existence, de l'identification de l'individu, ces registres de baptême sont versés dans l'état civil et deviennent des registres de naissance. C'est un petit peu les premiers papiers qui marquent l'individu. Ce n'est pas encore grand-chose du tout, et on va voir développer un certain nombre de marquages d'individus moins ancrés dans leur territoire. C'est-à-dire que les personnes qui sont régulièrement dans leur village, par exemple, il n'y a pas besoin de papier, parce que chacun connaît chacun, est ancré dans un système de relations. C'est à mesure que l'État va se complexifier et se séparer de la société civile qu'il va avoir besoin de connaître ces administrés, d'une certaine manière, de les marquer, de les identifier. Et là, on va avoir une progression des techniques. Alors, ça avait commencé un petit peu depuis quelques siècles. Par exemple, les ouvriers circulaient beaucoup de ville en ville et avaient des livrets ouvriers sur lesquels étaient marqués un certain nombre de données. Il y avait aussi des communautés de personnes non enracinées, comme les tziganes, et divers nomades qu'on a commencé à ficher. Et puis au XIXe siècle, grand moment de progression, grande période de l'administration un peu bureaucratique et fondée sur la statistique, on va avoir une progression un petit peu fulgurante dans le domaine de la criminalité. Alors vous connaissez l'histoire de Bertillon, notamment Alphonse Bertillon, qui va faire un progrès important par rapport au problème des récidivistes, des criminels récidivistes qui étaient très très mal identifiés, pratiquement pas identifiés, qui continuaient à perpétrer leurs crimes. Et il va mettre au point un système d'anthropométrie extrêmement précis, c'est-à-dire il va mesurer de manière très précise, avec un pied à coulisse, au millimètre, au micron près, il va tout mesurer, enfin un certain nombre de critères, une trentaine de critères, la longueur de l'avant-bras, des pieds,
Des oreilles, très important, les oreilles des différentes phalanges des mains, les crânes. Au XIXe siècle, on a commencé à mesurer le crâne dans sa longueur, dans sa largeur, en déduire le caractère des personnes, le comportement des personnes, etc. Donc il y a une espèce d'emballement, je dirais, de la mesure, mais ça va marcher, c'est-à-dire que un premier récidiviste en 1883 est retrouvé condamné grâce à ces mesures anthropométriques, et en 1883 est créé un bureau de l'identité. Ça y est, on y arrive, on commence à identifier les personnes, et puis on va ajouter les empreintes digitales, et bientôt la photo Bertillon des prisonniers de face et de profil, qui permet bien de ne pas confondre un individu avec un autre. Et puis, mais là, on est encore dans un système de papier qui est dans l'administration, je dirais, qui n'est pas sur la personne. Les personnes ne se déplacent pas avec des papiers d'identité sur eux-mêmes, parce que chacun est pris dans un réseau relationnel d'échange qui est fondé sur le contrôle mutuel. La carte d'identité, en France, apparaît en 1940, sous le régime de Vichy. Plus précisément, ce n'est pas une carte d'identité individuelle, c'est une carte d'identité individuelle qui signale l'individu, mais qui le définit comme français. C'est une carte d'identité de Français, par opposition aux non-français, aux étrangers qui n'ont pas le droit d'avoir cette carte d'identité. Pour être plus précis du point de vue historique, ça suit de 3 mois une première carte d'identité qui était la carte d'identité de juifs. Donc là, voilà toute la procédure un petit peu administrative, mais l'important à décrire, c'est cette logique complètement légitime, nécessaire, d'identifier. Alors il y a le mot identité dans identifier, mais est-ce qu'il s'agit de l'identité de la personne? Il s'agit de ne pas confondre la personne, de ne pas la mélanger avec un autre, d'avoir des marqueurs, mais des marqueurs extrêmement importants. Lors d'un contrôle de police, quand le policier dit « Présentez-moi vos papiers d'identité », l'important qui fait preuve pour l'État, c'est le papier. L'individu lui-même n'est que le double de ce papier. C'est le papier qui est vraiment essentiel et qui fait preuve. Toute l'identité, le marquage, la preuve de l'identité est là. Et alors là, je ne détaille pas la suite des choses, vous êtes plus compétent que moi dans ce domaine, vous en débattrez toute la journée. On progresse énormément dans les procédures aujourd'hui de marquage, suivant 2 angles différents, soit le biologique, la biométrie, la reconnaissance faciale, etc., soit le numérique. Ça commence par le numéro INSEE d'ailleurs, et puis ça progresse avec les codes barres, QR codes, etc. Là, c'est un marquage extraordinairement fiable. Mais question, est-ce qu'un individu peut se résumer à son QR code ou à son code barre? Bien évidemment non. Quand on parle d'identité, ça présuppose autre chose, bien autre chose, plus. Alors, est-ce que c'est un petit peu plus ou beaucoup plus? Non, c'est beaucoup plus et c'est très différent. Et là, je remonte à une autre époque, beaucoup plus récente. Je vous ai dit, première époque, apparition des premiers papiers d'identité, il faut remonter à 2-3 siècles, et puis surtout au XIXe siècle, qui est un grand moment d'évolution dans ce domaine-là, pour identifier les individus, puis les organisations, les entreprises également. On va évoluer dans ce marquage, mais le deuxième temps de l'émergence de l'identité, c'est beaucoup plus proche de nous, c'est l'après-guerre. L'après-deuxième guerre mondiale, j'hésite à dire les années 60, parce qu'on pense tout de suite, de manière très très réductrice, à 1968, qui n'est qu'un événement, je dirais un petit événement pseudo-politique. Mais en fait, 68 s'inscrit
dans une mutation anthropologique et historique beaucoup plus profonde, énorme, gigantesque, qui est bien sûr plus progressif d'un point de vue historique, mais il y a malgré tout un moment de rupture, mais qui s'étale dès le début. Il y a beaucoup de choses qui bougent dès le début des années 60, même la fin des années 50. Il se passe quelque chose d'important. On change d'époque, on change de type de société, et on rentre dans un nouveau type de société où l'identité va devenir centrale, mais pas la même, pas celle dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Donc il faut parler de ce moment historique extrêmement important. L'histoire, il y a à la fois une mémoire très lente de l'histoire, des évolutions très longues, et des moments d'intensité et des moments de rupture. Nous vivons actuellement un tel moment d'intensité et de rupture. Nous changeons de type de société. Il faut comprendre les codes de cette nouvelle société qui se met en place et qui tourne de manière très très centrale autour de la question de l'identité. Alors, je vais essayer de vous brosser un tableau obligatoirement très schématique de ce bouleversement en quelques minutes. Pour parler en quelques mots, on passe d'une manière progressive, d'une manière complexe, avec des évolutions en avant, des évolutions en arrière, etc., de manière contradictoire. Mais on passe d'une société qui était cadrée, qui définissait les individus d'une certaine manière de l'extérieur. Les individus, je vous l'ai dit tout à l'heure, avaient une place sociale qui définissait leur identité, et il y avait un cadre collectif de vérité et un cadre collectif de morale qui fabriquait les individus, qui les produisait d'une certaine manière. D'une façon très claire dans la société traditionnelle, la société d'Ancien Régime, la société d'avant la Révolution française, où ce cadre porte le nom de tradition, c'est-à-dire d'une génération à l'autre, on transmet le système de pensée et les manières de faire pour se comporter. La mère transmet à sa fille les manières de faire pour élever l'enfant, qui se transmet de la même façon d'une génération à l'autre, et d'autant plus facilement que dans la famille d'à côté, c'est les mêmes manières de faire, plus ou moins. Donc c'est la tradition qui, avec tout un corpus de rituels, de routines, etc., qui porte les individus. Et ce système va perdurer dans ce que beaucoup de chercheurs appellent de plus en plus la première modernité. C'est-à-dire on divise en deux temps la modernité qui apparaît, la première modernité apparaît avec les Lumières, bien sûr, mais reste tout à fait organisée dans la vie quotidienne. Donc des chercheurs comme Anthony Giddens en Angleterre, Ulrich Beck en Allemagne, François Dubé en France, François Dubé qui explique très bien comment des grands programmes républicains continue à tenir les individus et à imposer d'une certaine manière un cadre de morale et de comportement, notamment l'école qui est encore structurée avec une hiérarchie, une transmission du savoir du haut vers le bas, etc. Et c'est tout ça, c'est tout ce corpus qui tient les individus qui se défait dans l'après-guerre et qui se retourne. Ce qui se passe, c'est une inversion du rapport entre l'individu et le groupe. L'individu qui était pris dans ces ensembles se trouve d'un seul coup émancipé, libéré, ou pour certains, c'est une sorte de contrainte. On lui enjoint d'être libre, émancipé, sujet. Nous rentrons dans la société du moi, du je, du sujet, libre de pouvoir s'inventer, de pouvoir choisir dans tous les domaines. Choisir son avenir, il n'a pas toutes les cartes en main, mais il y a des arbitrages qui sont possibles. Choisir son réseau de relations, et de plus en plus, surtout avec Internet, le réseau de relations devient mobile, fluide, volatile, etc. Choisir sa vérité. Alors là, tous les domaines de la vie quotidienne rentrent dans le questionnement. Aujourd'hui, nous sommes aussi la société de la fatigue mentale, de la liberté de choix, de la créativité de l'individu, mais aussi de la fatigue mentale. Il y a 30 ou 40 ans, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette, par exemple.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Je suis dans la société d'information, je vais sur Google, j'ai plein d'informations dans tous les sens, souvent contradictoires, et je me pose des questions sur tel aliment, sur tel autre. Comment élever l'enfant? Comment assurer une autorité vis-à-vis de l'enfant? Alors là, question abominable pour les parents. Le métier de parent est devenu impossible aujourd'hui, parce que l'enfant lui-même devient également un sujet porté par cette logique de l'autonomie et de l'émancipation. Dolto avait déjà dit, le bébé est une personne, mais ça a d'ailleurs été merveilleux, on a été de plus en plus à l'écoute des enfants, de leurs expressions, avant même qu'ils sachent parler, on devine leurs désirs, leur envie de choix dans tous les domaines, mais comment peut-on assurer, dans le domaine de l'éducation, une éducation si le principe que l'on transmet, c'est la liberté de l'élève de pouvoir choisir. Et le métier de parent devient impossible. Hein. Les parents d'un môme de 10-12 ans, ils traversent la chambre, il y a un bazar pas possible. Et ils ont envie de dire, bon, écoute, tu vas me faire le plaisir de ranger un petit peu tes affaires. Et le môme qui répond, c'est mon territoire, je le gère à mon idée. Les parents, face à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complètement démunis, extraordinairement difficiles. Et chacun choisit sa morale. Chacun choisit sa morale. Choisit ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal. On sort du cadre moral imposé au fait qu'aujourd'hui, excepté ce qui est interdit par la loi, donc débat important pour décider de ce qui est interdit par la loi, mais quand ce n'est pas interdit par la loi, il n'y a plus de morale imposée. Il y a une liberté totalement folle de l'individu qui se développe, qui crée une certaine angoisse, une recherche de repères. Ça a été précisé dans la présentation. Je mène des enquêtes très concrètes sur des aspects de vie quotidienne pour comprendre comment ça marche dans la société d'aujourd'hui. J'avais par exemple fait une enquête sur la recherche du partenaire sur Internet, la recherche de rencontres sur Internet, et j'étais tombé sur un forum de discussion tout à fait intriguant et passionnant, parce que les forums de discussion, il y a beaucoup de choses déplorables dedans. Il y a des insultes, il y a des fermetures à l'autre. Ça commence souvent par « moi, je pense que », c'est-à-dire « je pense que » et je veux affirmer mon point de vue et je ne suis pas dans l'écoute de l'autre. Je veux essayer de l'imposer, il y a des injures, etc. Mais en même temps, il y a des choses très intéressantes, notamment beaucoup de ces forums. C'est des discussions pour trouver des repères moraux, trouver chez les autres des idées de ce qui est normal, plus ou moins normal, construction d'une normalité collective, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ça peut paraître ridicule, l'exemple que je vais vous donner, mais c'était un forum sur la question, lors d'une rencontre comme ça par Internet, peut-on coucher le premier soir? En fait, ça s'adressait qu'aux femmes, parce que pour les hommes, il n'y avait pas de problème. Mais pour une femme, pouvait-elle coucher le premier soir? Alors les gens ne savaient pas trop, se disaient, oh, c'est quand même pas terrible. Et finalement, il y a eu des débats et un consensus s'était dégagé. Consensus, ça dépend. Ça dépend si elle est un peu amoureuse ou pas. Si elle est un peu amoureuse ou pas, vaut peut-être mieux éviter. Parce que là, il se passe quelque chose de précieux, d'extraordinaire. Donc là, c'est un moment qu'il faut protéger. Si elle n'est pas spécialement amoureuse et que le partenaire ou la partenaire, d'ailleurs, n'est pas particulièrement désagréable, qu'il y a un consentement mutuel, ben finalement, et là, il y avait une phrase qui était répétée de commentaire en commentaire, et quand il y a une phrase qui est répétée comme ça signale quelque chose, et là, ce signalement, c'était un accord, une morale commune qui commençait à se dégager. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà. Il y avait eu une fabrication, je dirais, d'un petit îlot de repères moraux, mais le pauvre individu, il avait dû travailler pour avoir ce petit bout de repères dans cet océan de créativité et de liberté individuelle. Alors vous allez dire, là, je m'éloigne du sujet, je m'éloigne de l'identité. Non, parce que c'est là que l'identité va intervenir. L'individu, il est dans ce flot d'ouverture permanente, de questionnement,
de choix qui l'entraînent à droite, à gauche, et à différents moments de sa journée, de son existence. Il n'est plus une entité, mais il devient une nébuleuse éclatée, avec des prises de position qui n'arrêtent pas de changer selon les contextes, selon les moments. Et il se perdrait totalement s'il n'avait pas un moyen de regrouper tout ça, de recoller les fragments épars de l'existence. Et avec quoi va-t-il recoller tout ça? Avec un travail subjectif, tout un récit de lui-même qui est le travail identitaire d'aujourd'hui. Ce que Paul Ricoeur appelle l'identité narrative. Nous n'arrêtons pas de nous raconter le récit de nous-mêmes à partir de tout ce que nous avons vécu et de ce que nous allons peut-être vivre dans l'avenir, pour recoller les morceaux épars de l'existence et pour que ça fasse sens, pour que nous ayons une ligne de vie, une trajectoire qui est notre identité. Qui suis-je? L'identité, c'est quand même ça. C'est pas qui suis-je sur la carte d'identité pour ne pas me confondre avec une autre personne, mais c'est qui suis-je du point de vue des options dans la vie, des options morales, des choix de l'existence. Et ça, c'est un travail immense qui est au centre de la société d'aujourd'hui, ce travail véritablement identitaire. Alors, l'identité, pour moi, c'est un récit. Donc, c'est ce récit, l'identité nationale, ça existe, c'est un récit collectif. C'est un récit de la communauté des Français à un moment donné qui n'arrête pas de faire le français de 2023 n'a rien à voir avec le français de 1923. Hein. C'est une autre personne, c'est une autre inscription, c'est toute une autre identité collective qui a été travaillée avec des évolutions considérables. Donc c'est un récit, mais ce n'est pas seulement un récit. Il faut se raconter l'histoire de soi-même, y croire. L'identité, c'est une croyance. Il faut croire en soi, croire à l'histoire de soi qu'on se raconte. C'est une totalisation toujours à chaque instant. Il faut croire à cette évidence. Mais en même temps, il faut adhérer à ce récit, y croire justement. Si on y croit mollement, eh bien, on décroche et on perd l'énergie vitale. Et ça, c'est Alain Ehrenberg, dans son très beau livre « La fatigue d'être soi », parce qu'être soi, c'est une fatigue aujourd'hui, il montre très bien que quand on n'adhère plus au récit de soi-même, on perd l'énergie vitale et on peut sombrer vers la déprime et la dépression. Donc, c'est un combat permanent, et ce combat est mené pour construire l'estime de soi. On est dans une société qui détruit systématiquement l'estime de soi, par toute une série de mécanismes très subtils, notamment la notation mutuelle. Dans cette société de la liberté individuelle, on continue à être noté par des hiérarchies, je dirais presque heureusement d'une certaine manière. On veut s'en libérer de la notation par la hiérarchie, mais d'un autre côté, il y a un aspect psychologiquement un peu confortable malgré tout, même s'il y a des injustices, etc. Parce que la notation horizontale, elle a des effets pervers assez considérables. Aujourd'hui, chacun note chacun dans tous les domaines. Il faut tout réussir. Il faut réussir ses vacances pour avoir un beau récit au bureau à la rentrée. Il faut même avoir réussi sa météo, ce qui est complètement idiot. On ne peut pas savoir parce qu'on peut prendre des mauvais points sous le regard des autres, notamment des plus proches, des amis de la famille qu'on adore. Il y a un désir d'humanité qui est très fort dans la société d'aujourd'hui. On les aime, nos amis proches. Mais en même temps, il faut dire, leur manière d'élever les enfants ou de passer leurs vacances, c'est quand même complètement nul, quoi, hein, il faut le dire. Un tel et un tel, nos amis proches, qui n'arrêtent pas de nous parler de leur voyage dans les Maldives et tout ça. Oui, ils ont plein d'argent, ils croient nous écraser, et ils croient se donner des bons points en parlant de leur voyage dans les Maldives. Mais du point de vue de l'empreinte carbone, c'est complètement nul, le voyage dans les Maldives. Et nous, on est nouvelle tendance, on fait rando dans l'Ardèche, et on se donne des super bons points. On est meilleur qu'eux, quoi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun note chacun avec son propre critère d'évaluation. Donc l'autre, il est toujours sous-évalué.
il prend des mauvais points systématiquement parce qu'il est doté avec une grille différente. Donc il faut restaurer l'estime de soi. Je travaille sur le couple beaucoup. Le nouveau rôle largement plébiscité du conjoint, c'est une sorte de thérapeute à domicile, c'est celui qui remonte le moral, celui qui est gentil, à l'écoute. J'avais fait une enquête sur les repas du soir. Régulièrement, les repas du soir, il y avait un récit de journée où l'on témoignait de tous ces petits malheurs. Ah, le chef de service, tel collègue, il t'a encore fait ça, mais c'est pas possible. Et le conjoint était compatissant. Il ne faut pas que ça revienne de manière trop lourde et trop souvent, mais c'est celui qui véritablement remonte le moral. Mais là, dans le panorama social, il y a des inégalités qui sont considérables pour la construction de l'estime de soi. Dans cette société des identités, la question de la construction de l'estime de soi est une nouvelle source d'inégalités encore plus profonde, encore plus forte que d'autres, comme le patrimoine, les inégalités culturelles, etc. Parce que la personne qui a des reconnaissances, qui est adossée à une institution, qui a des moyens financiers, qui peut en plus s'investir dans une myriade de séquences identitaires différentes, dans tel club de loisirs, dans telle convivialité humanitaire, que sais-je, etc., eh bien, il est confortable dans la construction de l'estime de soi et de son identité. La personne, au contraire, qui est très démunie, qui est réduite à un seul ou quelques ancrages très réduits, va être très tenté de forcer une affirmation identitaire un petit peu violente, en opposition, si possible, c'est encore mieux, à d'autres personnes pour générer son estime de soi. C'est pourquoi les affirmations identitaires, par exemple les affirmations fondamentalistes religieuses, mais c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, sont totalement explosives et de plus en plus explosives dans la société d'aujourd'hui. Je vous disais qu'on était très loin de l'identification, des papiers d'identité. Oui, parce que cette question identitaire, aujourd'hui, devient dans l'actualité extraordinairement brûlante. Alors, par rapport à ce deuxième contenu, premier contenu, l'identification. Deuxième contenu, tout ce nouveau processus considérable de construction personnelle de l'identité. Je parlais de choix de la vérité, choix de la morale, choix de l'identité, travail de fabrication de l'identité. Par rapport à ça, il y a des conceptions, des définitions qui sont différentes, voire opposées. La première conception, qui est la conception dominante aujourd'hui, repose sur le bon sens. Elle consiste à dire, oui, je vous ai entendu, c'est d'accord, l'identité c'est complexe, c'est extrêmement riche, c'est mouvant, c'est changeant, on ne peut pas cerner un individu comme ça en quelques minutes, ça ne se réduit pas à la carte d'identité ou à un code barre, il y a une richesse plus grande, il y a des mouvements, il y a des changements, mais enfin, une identité, on sait ce que c'est quand même, il y a des marqueurs, on est un homme, on est une femme, il y a telle grandeur, telle couleur des yeux, etc. Donc on va faire un petit mélange entre tout ça. Je ne suis pas du tout partisan de cette option, parce que où ça nous mène à une idée, une version de l'identité totalement objectiviste, ancrée dans les origines et qui ne peut jamais changer. Donc ça renvoie les individus à une définition préalable qui ne peut changer de leur identité, ou ça nous entraîne dans la confusion, comme je l'ai dit au début, parce qu'on mélange les choses. Alors c'est peut-être qu'une question de terminologie, de langage. Il faudrait peut-être employer des mots différents. Oui, peut-être, ça, tout à fait. Mais ne confondons pas l'identification qui cherche à fixer, à réduire, à faire le tour d'une personne ou d'une organisation, d'une entreprise, et tout le processus identitaire qui est tout le contraire, qui est un mouvement permanent, une ouverture permanente, et qui, j'ai parlé de récit, qui n'est pas qu'un récit. C'est aussi ce travail identitaire, ce qui conditionne, par exemple, l'action, tout bêtement. Tout passe par la grille identitaire de soi-même.
Par exemple, ce matin, admettons que j'ai été, c'est totalement virtuel, mon exemple, que j'ai été en retard pour arriver ici, parmi vous, j'étais pas en retard. Admettons qu'il y a eu beaucoup de circulation, place Saint-Al, c'est pas le cas, elle est devenue piétonne, c'était le cas il y a très longtemps quand j'étais étudiant à Rennes, où il y avait un flot de voitures dans la place Saint-Al. Donc j'arrive là, je suis un petit peu en retard, il y a des voitures qui passent, je ne suis pas face à un passage piéton, j'ai deux options, c'est un exemple microscopique, quoi. J'ai deux options face à moi. Traverser malgré tout, prendre un petit risque en faisant arrêter les voitures pour être à l'heure. Je vais faire un choix. Mais ce n'est pas un choix uniquement rationnel, ce n'est pas l'intellect qui est... Je vais mettre en scène des images de moi avec un arrière-plan éthique et moral. La première image, je suis quelqu'un de discipliné. Je suis quand même fier de mes engagements, de ma ponctualité. J'ai l'habitude de la ponctualité et je prends un petit risque, mais il n'est pas important. Je me vois traverser le flot de voitures et je vais être à l'heure. Deuxième image, beaucoup plus hédoniste finalement, en 30 secondes, c'est pas bien grave, je ne vais pas prendre un risque. Donc j'affiche ces deux images et je vais rentrer dans l'une de ces deux images pour m'engager dans l'action, en y croyant totalement, pas en étant entre les deux images, non, totalement dans une image. Donc il y a des chercheurs américains qui ont travaillé sur ces identités virtuelles, ces micro-identités virtuelles, Hazel Marcus par exemple, qui parle de soi crédible, on affiche comme ça des bribes de soi crédible. Sheldon Striker qui explique aussi comment nous utilisons une mémoire émotionnelle des prises d'identité passées pour savoir très vite, dans une situation semblable, ce qui nous a réussi ou pas. Et comme ça, nous prenons des options qui sont des options éthiques, morales et des options d'identité et qui font évoluer l'identité d'ensemble. Je prends un choix et puis je vais le reproduire par la suite d'une certaine manière. C'est donc un travail complet qui nous engage. C'est la raison pour laquelle moi je suis complètement partant pour une conception totalement subjectiviste de l'identité, le cœur du travail, de ce qu'on met, de cet autre contenu de l'identité, ce travail subjectif aujourd'hui de la réponse à qui suis-je dans la société d'aujourd'hui. J'en arrive à ma conclusion, ou presque à ma conclusion, mon avant-conclusion d'une certaine manière, parce que ma conclusion aurait pu être extrêmement simple, claire, séparons. Derrière le mot identité, il y a ce qui vous intéresse ici aujourd'hui d'une manière importante, et je l'ai vu déjà dans les premières interventions compliquées, c'est pas simple, c'est l'identification des individus, mais aussi des organisations, des entreprises, les marqueurs pour ne pas confondre un individu avec un autre. Et puis l'autre contenu qui est la réponse à la question qui suis-je. Séparons. Et si possible, il faudrait presque retrouver le moyen de ne pas employer exactement le même terme pour les deux choses. Mais à peine j'ai dit ça, je suis un petit peu moins sûr de ma conclusion parce que les individus, sans parler des organisations et des entreprises, change de plus en plus, de par ce nouveau type de société, cette révolution anthropologique et historique dont j'ai parlé, dont le couple sur lequel j'analyse, par exemple, il y a un peu plus de 50 ans, 90% de la population, on était mariés pour la vie, quoi. On entrait dans la vie adulte par le mariage et on restait dans cette situation-là. Aujourd'hui, on a de plus en plus des séquences de vie privée qui se succèdent, très différentes, et plusieurs histoires dans sa vie, avec des identités qui évoluent, parce que, ça c'est une petite parenthèse, mais ça c'est extrêmement important à comprendre. Dans cette société du jeu, du soi aujourd'hui, on rêverait de rester soi-même, mais pas en solitaire, d'ajouter l'autre dans sa vie d'une certaine manière sans qu'il dérange. On voudrait le rajouter comme ça, mais sans qu'il dérange, que ce soit une espèce de double de soi-même, de clone. Et puis des fois, il y a des déceptions, je croise plein de personnes et puis je rencontre vraiment jamais la personne qui me convient, parce que la clé de la rencontre, c'est soi-même.
faut accepter de mettre en mouvement son ancienne identité, de mettre à mort d'une certaine manière son ancienne identité, et d'accepter de rentrer en mouvement parce qu'on va construire un nouveau soi à deux, un nouveau monde, une nouvelle culture. Dans tous les critères de la vie quotidienne vont changer. J'avais fait un livre sur le premier matin après la nuit d'amour, et les premiers gestes du matin, la sortie du lit, le petit déjeuner, la toilette, etc. Et le nombre de décisions qui étaient prises pour essayer de tricoter une nouvelle culture commune était très impressionnant. On n'imagine pas à quel point on change. Tous les critères de la vie quotidienne vont changer, même les goûts alimentaires. On croyait, ça semble inscrit dans le biologique, par exemple, on croyait détester les épinards, ça venait peut-être de la cantine, et puis on tombe sur un partenaire ou une partenaire un peu végane, on goûte du bout des lèvres les épinards, on trouve que ça peut se manger, et par amour, on tombe dans le monde des épinards, quoi. Donc c'est le micro-exemple ridicule totalement, mais qu'il faut multiplier par 1 million pour voir à quel point nous changeons. Ce qui veut dire que selon le partenaire conjugal qu'on va trouver, on ne va pas devenir la même personne dans l'avenir. Ça, c'est très, très important. On ne va pas être le même. On a l'impression comme ça de rester le même, mais non, on est changé par les interactions en permanence. Ça n'arrête pas de changer. L'individu change, et les entreprises aussi, bien sûr. Les entreprises sont dans une logique aujourd'hui d'innovation, de créativité, de rupture dans tous les domaines, la production, le service, le marketing, la communication. La communication, il faut être disruptif maintenant, quoi, engager des ruptures un petit peu dans tous les sens. Donc l'individu, les organisations, les entreprises évoluent, changent. Donc l'identification, premier contenu de l'identité, est de moins en moins fixiste. Elle doit suivre ce mouvement. Prenez juste l'exemple du changement de sexe, que l'on voit de plus en plus accompagné par la loi aujourd'hui. Ça repose sur quoi, le changement de sexe? Sur le sujet, tellement libre aujourd'hui. C'est une utopie, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Tellement libre qu'il veut se libérer, s'émanciper de tous les cadres de contraintes, y compris le biologique. De plus en plus, le centre de décision le plus fort, c'est le sujet, c'est le jeu, au-delà des contraintes anciennes. Les cadres de plus en plus de détermination, y compris biologiques, ne cessent de se briser et de s'effondrer et sont remplacés par la grille de lecture identitaire, par le jeu qui définit qui il est. Donc cet individu qui change, l'identification doit le suivre dans ses mouvements. Donc finalement, on pourrait me dire, votre séparation, finalement, vous avez parlé pour rien, quoi, parce que votre séparation, elle n'existe pas dans les faits, l'individu, il change également lui-même. Alors je ne crois pas. Il faut continuer véritablement à séparer, parce que ce qui change dans les deux contenus, au-delà du fait qu'il y a une petite évolution de l'identification, une gigantesque évolution de la transformation des individus et des entreprises, ce qui change, c'est que d'un côté, on a une vision du dehors, et de l'autre, on a une vision du dedans. Du dehors, il faut identifier, donc il faut réduire à des marqueurs, à quelques marqueurs très fiables, mais peu nombreux. Et de l'autre côté, au contraire, on va avoir un foisonnement, une richesse des contradictions qui vont dans tous les sens. Donc, on ne parle pas de la même chose. Il y a vraiment un quiproquo langagier. Et il faudrait, par exemple, éviter des formules du genre « Veuillez décliner votre identité ». Voilà, je vous remercie.